J'ai reçu un message d'une personne dont je ne citerai pas le nom, mais qui me disait ça va aller les intros où ça crie comme ça? C'est insupportable. C'est insupportable, j'en ai marre que tu cries tout le temps. Arrête de faire des intros où tu cries. » Et à cette personne, eh bien, j'ai envie de te répondre, je t'ai écouté et je t'ai compris. Il n'y aura plus d'intro où je crie. À la place, il y aura désormais des intros où je fais du beatbox. N'hésitez pas à demander, si vous avez quelque chose à demander, vous serez entendu. Donc à partir de maintenant, YouTube, tu auras une magnifique intro en beatbox. C'est parti. YouTube. YouTube. N'hésitez pas quand vous avez des trucs à demander. Surtout, je vous écouterai. Hein. À chaque fois que vous voudrez que je change, ce sera pire. Ça vous énerve que je crie? Eh ben, je vais chanter, vous allez voir. Bonjour YouTube, merci d'être avec nous, merci de suivre la chaîne, merci à toutes celles et ceux qui sont abonnés, qui commentent et qui lâchent des petits pouces en l'air. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet évidemment fortement polémique qui a cassé Internet la semaine dernière, à savoir, eh bien, la question du porno et de l'interdiction. Est-ce réellement une interdiction du porno en France? Donc cette semaine, en France, les internautes français ont eu une petite surprise, pour le moins inattendue. Lorsqu'ils ont voulu se connecter à des sites porno, et notamment aux grands sites porno comme Pornhub, RedTube ou YouPorn, ils n'ont pas eu leur petite page d'accueil habituelle. Mais surprise, au lieu de la déclaration sur l'honneur, comme d'habitude, pour dire qu'ils ont plus de 18 ans, il y avait une photo de Marianne, drapeau français en main, reprise tout droit du tableau La Liberté guidant le peuple de Delacroix, accompagné d'un long texte titré « La liberté n'a pas de bouton off ». Ce texte, c'est un communiqué du groupe canadien ILO qui détient en fait toutes les plateformes que j'ai citées et qui est plutôt très en colère. Voilà le texte que vous trouvez donc désormais lorsque vous essayez de vous connecter à Pornhub, RedTube ou YouPorn ou d'autres sites comme ça très connus. Le texte dit « Accès à notre site suspendu en France à partir du 4 juin 2025 ». À partir du 4 juin, nous suspendons l'accès à notre site internet en France pour s'adresser à vous, nos usagers adultes français. Votre gouvernement propose de vérifier votre âge à chaque fois que vous visitez notre site. C'est fou, non? Cela ne protège pas les mineurs, mais au contraire, cela met en danger la vie privée de tout le monde et expose les enfants à des risques. Des fuites de données se produisent quotidiennement. Vous obligez à fournir de façon répétée des informations personnelles sensibles créent un risque de sécurité inacceptable que nous refusons d'imposer à nos utilisateurs. Pendant des années, nous avons tenté de collaborer avec le gouvernement français pour trouver une manière plus intelligente et plus sûre d'atteindre nos priorités communes, empêcher les mineurs d'accéder à du contenu pour adultes. Nous avons proposé des solutions plus adéquates, notamment une vérification de l'âge des utilisateurs réalisée directement sur l'appareil, ce qui protégerait à la fois les mineurs et votre vie privée. Ils nous ont tout simplement ignorés. Ils ont aussi ignoré les différentes données statistiques démontrant que leur approche met en réalité les citoyens, donc vous, en majuscule, en danger. La dure réalité, cette loi détourne les utilisateurs vers des milliers de sites qui contournent délibérément les réglementations, ne vérifient pas l'âge des personnes figurant dans les vidéos et encouragent activement les utilisateurs à contourner la loi. Contrairement à nous, ils ne contrôlent pas le contenu et ne privilégient pas la sécurité, rendant tout le monde plus vulnérable. En suspendant l'accès à notre site en France, nous prenons position. Nous refusons de compromettre votre vie privée avec des mesures qui, paradoxalement, échouent à protéger efficacement les mineurs. La première chose qu'on note, c'est à quel point le texte est virulent, à quel point ils ont décidé d'entrer immédiatement dans un bras de fer avec l'État français et aussi le travail qu'ils sont en train de faire sur l'opinion publique en voulant, ça se voit clairement, imposer leur propre narratif qui est de dire que eux, ils ont fait tout leur possible, ils ont fait de leur mieux et au final, vraiment, l'État fait n'importe quoi, refuse de les écouter, patati patata. Est-ce qu'ils ont raison, est-ce qu'ils ont tort? Bon, ben, on va analyser les faits et on va voir. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ILO, la compagnie qui détient donc Pornhub et compagnie, est aussi en colère? Pourquoi est-ce qu'ils sont en train de s'énerver? Et de quoi est-ce qu'en fait, ils sont en train de parler? En fait, tout ça, ça part d'un problème très simple, extrêmement factuel pour le coup. Selon une enquête qui a été menée par l'Arcom en 2023, eh bien, il est ressorti que 2,3 millions de mineurs fréquentent des sites porno en France. Je vous cite le rapport de l'Arcom qui dit « Dès 12 ans, plus de la moitié des garçons se rendent en moyenne chaque mois sur ces sites. Ils sont près des 2/3 à s'y rendre entre 16 et 17 ans. En moyenne, 12% de l'audience des sites adultes est réalisée par les
mineurs. Ce que nous décrit l'Arcom, là, selon la loi française, c'est totalement illégal. En raison notamment, par exemple, de la loi numéro 20-936 du 30 juillet 2020, qui donne responsabilité à l'Arcom de faire respecter l'interdiction d'accès des mineurs à des sites pornographiques, et aussi de la loi de mai 2024, dit loi SREN, qui renforce la protection des mineurs en ligne contre les contenus pornographiques, notamment par la mise en place de systèmes de vérification d'âge. C'est pas délirant. Les sites porno aujourd'hui, c'est avez-vous plus de 18 ans? Oui? Non? On le sait que ça marche pas, c'est du foutage de gueule. Donc, il y a des nouvelles mesures et une demande de nouvelles mesures qui est pas délirante et franchement les nouvelles mesures attendues elles sont assez claires. Donc je cite un article de Libération qui détaille les nouveaux protocoles demandés par la loi SREN. Les sites X doivent désormais exiger l'envoi d'une photo ou d'un document d'identité en proposant au moins une méthode respectant le principe de double anonymat qui permet de prouver sa majorité sans divulguer son identité. D'un côté, l'utilisateur prouve sa majorité en téléchargeant un document d'identité sur une application et de l'autre, le site internet reçoit l'information de l'âge du visiteur sans connaître son identité. Le système, il est intéressant. Pourquoi faire un système aussi complexe? En fait, parce que la sexualité, soyons très clairs, c'est un sujet extrêmement sensible. On sait que des discriminations peuvent être exercées contre des personnes au principe de leur mœurs ou de leur orientation sexuelle. Du coup, normalement, dans une démocratie, ni l'État, ni un employeur, ni un particulier n'est censé demander à connaître la moindre information sur le sujet. Ça relève de la protection de la vie privée, et en France, par exemple, c'est un droit fondamental qui est protégé par la Constitution, qui est protégé par le Code pénal et qui est protégé par la Cour européenne des droits de l'homme. Donc c'est pas anodin de demander à des gens de s'identifier sur un site porno, parce que dans un sens, ça revient à avoir un regard sur la sexualité de ces personnes. Parce que ce qu'on demande, c'est pas juste son âge, c'est en fait l'identité de la personne qui sera ensuite liée au contenu qu'il regarde, qui est du contenu lié à sa sexualité. Et la dernière chose qu'on veut, d'une certaine manière, c'est qu'en fait une entreprise privée, domiciliée je ne sais où, amasse des tonnes de données sur l'orientation ou les mœurs sexuelles de chacun et chacune d'entre nous, des données sensibles qui iront, soyons clairs, on ne sait pas où, qui seront gardés pendant peut-être très longtemps ou sans être gardés très longtemps, qui vont transiter par des endroits peut-être pas si sécurisés que ça, etc., etc. Et qui pourraient amener en fait à des fuites. Et ces fuites-là, elles pourraient être vraiment dangereuses pour beaucoup de gens. C'est exactement d'ailleurs ce que dit la société Ailo dans sa défense, qui dit de manière très explicite dans son texte, je cite: le nouveau système met en danger la vie privée de tout le monde. Des fuites de données se produisent quotidiennement. Vous obligez à fournir de façon répétée des informations personnelles sensibles, crée un risque de sécurité inacceptable que nous refusons d'imposer à nos utilisateurs. D'un côté, qu'Ailo nous dise il y aura des fuites de données, moi je trouve que c'est un aveu d'échec de la part d'une entreprise qui est quand même très riche. Le chiffre d'affaires d'Ailo, c'est quand même quasiment un demi-milliard de dollars. C'est des gens qui devraient avoir les moyens d'assurer une politique de sécurité correcte, ou en tout cas de prétendre le faire. Donc on voit que c'est un argument qui est, à mon sens, qui est là pour aussi faire très peur, nous faire peur, mais malheureusement ça tape un peu juste, parce que ça souligne quand même une spécificité du problème. Une fuite de données de ce genre de site, ce serait quand même beaucoup plus grave, je pense, que la perte, disons même, de données bancaires. Je capte pas pourquoi c'est problématique tant que la personne ne consomme pas de contenu illicite. Parce que la sexualité, c'est pas un problème de contenu illicite. Aujourd'hui, par exemple, être une personne LGBT, ça t'expose à des violences. T'es une personne LGBT aujourd'hui, tu peux être exposé à des violences au travail, tu peux être exposé à des violences dans les milieux de l'art, dans les milieux du sport, dans les milieux de la politique, dans tous les milieux publics, etc., etc. En fait, on sait que ce genre de données, elles pourraient très facilement être la cible d'un chantage si ça tombait dans de mauvaises mains. Je rappelle quand même à toute fin utile que c'était trucs qui arrivent vraiment. En 2022, Mediapart a révélé une affaire de chantage menée par l'entourage du maire de Saint-Étienne qui s'appelle Gaël Perdriau, qui est un maire LR, donc les Républicains, la droite, je le dis au cas où, qui avait piégé son premier adjoint centriste, Gilles Artigue, un ancien député, en le filmant à son insu avec un homme lors d'une soirée, disons, intime. Donc ils ont filmé une vidéo et ensuite ils ont utilisé la vidéo pendant 8 ans. Pendant 8 ans pour le faire chanter. Ça a eu des conséquences évidemment extrêmement délétères et très très violentes pour à la fois la carrière de la victime et aussi sa santé mentale, sa vie personnelle, etc., etc. Le truc, c'est que pour faire ça, à l'époque, le maire LR de Saint-Étienne, donc Gaël Perdriau, et son entourage, qui ont mis en place cette espèce de coup monté, ils ont eu besoin de faire énormément de trucs. Ils ont eu besoin d'engager un escorte, ils ont eu besoin de cacher des caméras dans une chambre d'hôtel, ils ont eu besoin de différents niveaux de complicité de plusieurs personnes, patati et patata. Maintenant, imaginez si on se retrouve avec un leak majeur, une fois, juste une fois, de données d'un gros site porno qui peut relier l'identité d'utilisateur à ce qu'il consomme comme type de pornographie, etc., etc. En fait, un leak, et après, pendant des années,
tu auras la masse de données quelque part qui se promènera sur Internet, dans laquelle des personnes malveillantes auront juste à aller miner en fait les données pour espérer y trouver quelque chose. Donc les données qui auront fuité, ad vitam aeternam, elles se retrouveront sur le net, et des personnes qui voudraient, je sais pas, faire chanter un membre de tel ou tel parti, elles auront qu'à aller dedans et faire le nom de toutes les personnes du parti jusqu'à trouver quelqu'un. Il y en aura forcément une dont le nom finira par être associé à tel ou tel type de contenu. Ça ouvre une porte à un niveau de harcèlement, de chantage, etc., qui est quand même, moi je trouve personnellement assez effrayant. Quand on voit ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui, la répression extrêmement violente qui a été menée par Trump, qui a été menée par Musk et compagnie, à quel point un État qui bascule en 5 minutes, toutes les données disponibles peuvent être utilisées pour stigmatiser des gens, pour les virer, pour leur faire perdre leur travail. Imaginez ce système en place. Imaginez ces données qui existent quelque part. Et demain, un Zemmour qui devient président ou qui accède à un haut poste et qui décide de mener une purge au sein de l'administration française envers toutes les personnes considérées comme pouvant être LGBT ou je ne sais quoi, ou relevant de mœurs qui ne correspondraient pas à la pensée majoritaire et dominante, et qui aurait qu'à aller creuser là-dedans pour dire « Ah, toi, t'aimes bien les pieds. Ah, toi, t'as regardé un porno avec un mec ou je sais pas quoi. Ah, mon Dieu, ben voilà, t'es viré, tu vois. » Enfin, c'est pas anodin quand même. Moi, je pense que c'est pas anodin. Quelqu'un dit « Mais les GAFAM ont déjà ces infos depuis longtemps. » Et je suis un peu d'accord avec toi pour dire que sur la question de la protection des données, on a beaucoup de choses à faire. Et justement, on est dans une lutte à l'échelle européenne depuis des années, avec, par exemple en France, avec ce qu'on a fait avec la CNIL et tout, pour protéger les utilisateurs de ces dérives, justement, d'entreprises qui stockent de la donnée pour la revendre à n'importe qui et ce qui pourrait... en fait, on n'a pas idée sur le long terme de ce que vont devenir ces données. J'ai eu l'occasion de travailler dans ma vie à l'époque où je me faisais former sur les questions du terrorisme, etc., d'avoir suivi un séminaire et où j'étais formé par notamment des juristes et notamment des procureurs spécialistes du terrorisme international. Donc des gens qui travaillaient littéralement sur Al-Qaïda, sur des trucs comme ça. C'était à l'EHESS à l'époque. Et ce qui est assez intéressant, c'est que la représentation de ces gens-là, c'était en fait l'outil le plus efficace, c'est la data. C'est toutes les datas d'Internet qu'on arrive à accumuler. Et eux, ils défendaient vraiment l'idée qu'il fallait stocker le plus de data possible. Il y a eu beaucoup de lois qui ont été faites à l'époque aux États-Unis après le 11 septembre sur le fait d'avoir le droit de stocker énormément de données pour pouvoir ensuite mener des analyses dessus, pour aller chercher des signes de terrorisme, etc., etc. L'engueulade que j'avais eue avec certains d'entre eux à l'époque, c'était que je disais, mais vous vous rendez compte ce que ça crée? Ça crée un Internet où, en gros, on stocke énormément de données, mais toutes les données, c'est pas des données spécifiques, et on supprime pas les données au bout d'un certain temps, naninana. Et ces données, en fait, un jour, elles servent à lutter contre le terrorisme, le lendemain, elles peuvent servir à cibler des personnes qui sont juste, tu vois, des gens ordinaires, mais qui n'ont pas regardé le bon film porno, quoi. Hein. Parce que c'est ça, ces données, ça peut devenir des preuves dans un système juridique dévoyé pour en fait faire une chasse permanente aux partisans. Il y a un livre de Kundera qui s'appelle L'insoutenable légèreté de l'être, où au début du bouquin, il raconte comment quand l'URSS arrive dans son pays, je crois qu'il est en République tchèque, en fait l'URSS arrive, invasion militaire, ça se passe mal et tout. Et au moment où le pouvoir donc communiste s'installe, ils commencent à faire une chasse aux opposants. Et ils vont chercher toutes les preuves et les traces pour s'en prendre à ces personnes. Et l'un des personnages du livre, il a écrit, je crois, un truc genre c'est un horoscope ou un truc comme ça, un peu ironique, mais qui a rien en fait techniquement qui n'est pas du tout vraiment en lien avec le communisme ou quoi, mais qui se retrouve en fait à perdre son métier de médecin pour avoir écrit ça parce que l'horoscope a été publié dans une revue de je sais pas quoi, nanani nanana, et de fil en aiguille, il se fait dégager. Maintenant, imaginez un système similaire, c'est-à-dire un autoritarisme qui se met en place avec des masses de données gigantesques comme celles qui ont été récupérées par les GAFAM. C'est une catastrophe. La lutte pour les données et l'effacement des données, la lutte contre le trafic de data, évidemment, c'est une lutte centrale. Maintenant, c'est pas parce que ça se passe mal avec les GAFAM qu'on doit étendre ça et renforcer encore plus ce système, quoi. Cela dit, je le redis, il y a un problème réel. Hein. La quantité de pornographie accessible aux mineurs, elle n'est pas anormale, et le constat de l'Arcom n'est pas normal. Simplement, ça pose vraiment des questions sur comment est-ce qu'on met en place de la protection des personnes sur Internet, parce que si c'est pour nous protéger d'un côté, mais créer une faille majeure sur l'autre, enfin, si c'est pour protéger un groupe de la population pour en exposer d'autres, je sais pas si c'est bien, quoi. Du coup, la loi, elle essaie de répondre à ces enjeux légitimes, hein, ces peurs légitimes de qu'est-ce qui pourrait se passer si on commençait à avoir des fuites de données, etc., etc.,
avec le système que je décrivais tout à l'heure, donc le système de double anonymat qui demande à la fois la vérification de la majorité, donc on vérifie l'identité de la personne, et de l'autre que le site, la loi demande que le site ne connaisse pas réellement l'identité de l'usager et que les informations soient systématiquement effacées après. Donc l'idée de la loi pour répondre à ces inquiétudes qui sont assez légitimes, c'est de séparer en ayant un système de vérification qui envoie un message après au site en disant non mais c'est bon, il est majeur, et après tu vas sur le site et normalement ça garde pas tes données. Mais c'est beaucoup de normalement, c'est que finalement dans les faits on sait pas très bien si ça va fonctionner ou pas, et ça demande quand même de parier sur le fait que tout soit bien fait, qu'il n'y aura pas une erreur technique quelque part à laquelle personne n'aura pensé, qui pourrait avoir des conséquences extrêmement graves. L'histoire d'Internet, elle est faite d'erreurs qui nous ont démontré qu'à chaque fois qu'on croit qu'on est des génies, qu'on a des grandes idées, finalement, c'est compliqué. Quand je pense à ce pari qu'on fait sur la capacité d'une institution à bien gérer la sécurité sur Internet, il y a une histoire qui avait fait pas mal de bruit il y a quelques années, c'est l'histoire des sites Internet de la CIA. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ça avait fait vraiment un scandale aux États-Unis très important, beaucoup moins important en Europe. Mais en gros, la CIA avait, pour communiquer avec ses sources, mis en place un système de faux sites Internet qui étaient des sites Internet genre sites de fans de Star Wars, sites de fans de capoeira, des trucs comme ça. Les sources allaient sur ces sites et avaient un endroit où cliquer un peu secret qui leur permettait d'accéder à une messagerie sur laquelle ils pouvaient mettre les informations qu'ils voulaient transmettre à la CIA. Le problème, c'est que ce système de site a conduit à la mort de plusieurs personnes parce que la CIA, qui est quand même quelqu'un qui fait très attention à la sécurité normalement. Le souci, c'est qu'ils avaient enregistré les adresses IP de ces sites au moment où ils les ont fait, ils les ont tous fait d'un coup, et ils ont enregistré les adresses des IP de ces sites de manière consécutive, et donc ça a numéroté les sites dans l'ordre. Donc à partir du moment où ils ont trouvé un site, les pays adverses ont pu aller ensuite remonter et trouver tous les autres. La catastrophe absolue. Littéralement, ces sites-là, ils étaient utilisés pour communiquer avec des sources dans des pays vraiment, mais genre l'Iran, la Chine, la Russie, donc où la tension, elle est très très forte et où les sources étaient ultra exposées et des gens sont morts. À un moment donné, en fait, si la CIA, en ayant des vies entre les mains, est capable de commettre des erreurs aussi grossières, qu'est-ce qu'on va faire d'un site privé qui, à un moment donné, va vouloir faire des... On sait comment ça va se passer. Au début, la sécurité, ce sera bien. Hein. Puis après, dans 5 ans, dans 6 ans, dans 10 ans peut-être, ils vont vouloir faire des coupes un petit peu par-ci, par-là pour resserrer les budgets. C'est vrai, ça fait chier cette histoire, ça coûte un peu cher. Et puis là, on va peut-être filer ça à un sous-traitant, patati patata. Et un jour, toutes les données sortent. Toutes les données sortent. La possibilité même d'un angle mort, c'est-à-dire d'un truc dans la sécurité qu'on n'a pas vu, que personne n'a deviné, auquel personne n'a pensé, elle existera toujours. Et en termes de conséquences, là, on parle de trucs qui pourraient être quand même très, très graves, qui pourraient mettre en danger la vie de personnes quand même. Faut être honnête, quand on parle de la question de la sexualité, aujourd'hui, il y a des personnes, parce que LGBT, parce que ci, parce que ça, qui sont assassinées. Donc il faut quand même, tu vois, je pense, un peu montrer qu'il y a des enjeux et que c'est pas juste un truc facile, quoi. C'est pas juste, c'est bon, pour protéger les mineurs, vous avez qu'à faire ça. Oui, d'accord, mais faire ça, démocratiquement, ça pose des questions. Mais après, faut pas se mentir, les boîtes de l'industrie du porno comme Ailo, elles en ont absolument rien à foutre de notre sécurité. S'ils utilisent l'argument de la sécurité, c'est parce que c'est une manière de se défendre. En fait, Ailo, ce qui les dérange, c'est que la boîte, elle pense qu'elle va perdre du trafic parce que plus ce sera difficile de se connecter à leur site, moins il y aura de public, et donc, pour eux, moins il y aura d'argent. C'est toujours la thune, le nerf de la guerre. Ce que veulent ces gens, c'est pas défendre l'anonymat sur Internet ou protéger des personnes de minorités sexuelle ou je ne sais quoi, mais c'est plutôt déplacer la responsabilité au niveau des systèmes d'exploitation. Ça d'ailleurs, Solomon Friedman, l'un des représentants d'Ailo, l'a dit très clairement. Il a dit dans une interview, je cite, « Google, Apple et Microsoft ont tous la capacité de vérifier l'âge de l'utilisateur au niveau du système d'exploitation de l'appareil et de fournir une information sur l'âge à tout site ou application. » Donc on voit qu'en fait, ça les dérange pas vraiment qu'on donne nos infos et nos données à quelqu'un. Simplement, ils veulent pas que ce soit eux. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent que vous ayez vérifié vos données une fois sur votre ordinateur et que ensuite vous ayez plus jamais à le faire lorsque vous allez sur leur site. Comme ça, vous avez qu'un seul clic pour accéder à de la pornographie. Et donc, en gros, ce qui leur fait peur, c'est que les gens soient obligés de répéter une opération de vérification à chaque fois et que donc ça décourage certaines connexions en les rendant plus difficiles et tout, sans parler du fait que ils vont inévitablement perdre.
perdre un énorme pourcentage de leurs consommateurs. On l'a dit tout à l'heure, quelque chose comme 12% des consommateurs sont mineurs, donc ça va leur faire perdre une part de marché importante. Finalement, on a affaire à une industrie qui s'inquiète pour son business. Est-ce qu'ils ont raison d'être inquiets? Franchement, ça se discute. On a appris par un reportage de TF1 que le géant du X, Marc Dorcel, donc le géant français du X, avait mis en place des systèmes de vérification préconisés par l'État depuis avril. Et selon leur directeur des opérations, donc le directeur des opérations du groupe Dorcel qui s'appelle Henri Grelet, en 2 mois, Marc Dorcel n'a pas remarqué de baisse de sa fréquentation. Cela dit, est-ce que la comparaison est tout à fait viable? Je suis pas sûr parce que Dorcel, c'est un site payant de base. C'est déjà un public qui est prêt à s'identifier, ne serait-ce que pour payer, donc à rentrer ses informations bancaires. Le modèle d'un groupe comme Ailo, c'est plutôt un modèle publicitaire. Donc les gens viennent, c'est gratuit, grosso modo c'est YouTube, hein, c'est ça qu'ils ont voulu refaire. Et c'est facile d'accès et les gens donnent pas d'infos. Cette facilité d'accès, si elle disparaît, ils vont forcément perdre des parts de marché. Dans quelle proportion, je sais pas. Est-ce que les gens finiraient par s'habituer? Peut-être, hein, ça à voir. Hein. Il n'y a pas de réponse évidente au final. La notion en gros de vérification de l'âge et tout, elle fait sens quand on voit les chiffres sortis par l'Arcom, mais en même temps les protocoles et les trucs qui sont mis en place, on se dit mais est-ce que ça nous protège vraiment ou pas? Bon, pas sûr. Et autre point problématique et qui a été souligné par beaucoup d'observateurs et clairement mis en avant par Ailo dans sa défense, c'est aussi l'efficacité réelle de ce genre de système. Je cite le communiqué d'Ailo qui dit « Cette loi détourne les utilisateurs vers des milliers de sites qui contournent délibérément les réglementations, ne vérifie pas l'âge des personnes figurant dans les vidéos et encourage activement les utilisateurs à contourner la loi. » Et là, pour le coup, je pense honnêtement qu'il marque un point. L'intérêt de ces grands sites détenus par des groupes bien identifiés comme Ailo, c'est qu'on peut y exercer un contrôle et on peut même, s'il y a des problèmes, les soumettre à la loi. Et ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Avant, sur Internet, au tout début, c'était vraiment le Far West au niveau des contenus pour adultes. Il y avait vraiment une galaxie de sites, souvent très très problématiques, faits par un peu n'importe qui. Ou par exemple, c'était totalement ordinaire de diffuser du revenge porn, donc des vidéos filmées et diffusées sans le consentement d'une ou plusieurs personnes. Et c'est des pratiques, évidemment, qu'on a pu voir sur les grands sites. Hein. Il y a eu du revenge porn sur Pornhub ou YouPorn, mais c'est des choses qui ont pu être condamnées par différentes lois sur lesquelles on a pu pointer du doigt des acteurs et au fur et à mesure, on a pu faire en sorte que ce soit effacé de ce qui était diffusé par ces grandes entreprises. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous allez sur certains de ces sites, vous allez voir une tonne de trucs qui restent problématiques, je pense, mais il y a quand même aussi beaucoup de choses qu'on a réussi à faire progressivement disparaître. Soyons clairs, hein, il y a encore beaucoup à faire, je pense, au niveau de la pornographie mainstream, qui continue à propager des représentations très violentes, où la question du consentement, elle se pose beaucoup, mais justement, c'est des interlocuteurs, je crois, sur lesquels on peut plus ou moins avoir des leviers pour faire changer les choses, et si on en vient à ce qu'une industrie pornographique parallèle se développe, ça va être beaucoup plus compliqué, parce que en fait on aura des tonnes et des tonnes d'acteurs sur lesquels on ne pourra pas tellement avoir d'influence. Sur ce, beaucoup de spécialistes du sujet ont l'air de craindre, c'est qu'avec cette loi, au fur et à mesure que le temps va passer, après l'interdiction, on voit se développer une explosion de petits sites satellites, des sites un peu pirates, à la manière de ce qu'on peut voir par exemple dans le milieu du streaming illégal de films, mais des sites qui du coup vérifieront beaucoup moins ce qu'ils diffusent que ce qu'on pouvait voir sur des pornos ou des YouPorn, parce qu'ils auront beaucoup moins de responsabilisation et des sites sur lesquels seront peut-être diffusés, soyons honnêtes, des choses horribles. Et le pire dans tout ça, c'est que le public de ces sites, à la longue, ça pourrait potentiellement devenir majoritairement les mineurs qui n'arriveront pas à accéder aux gros sites mainstream. Parce que ce sera plus facile pour eux de se connecter sur le site bidule, d'aller sur le site bidule que d'essayer de se connecter à YouPorn, par exemple. Il y a eu un moment, je me rappelle, par exemple, le streaming illégal a eu une vraie baisse assez importante. Je sais plus où j'avais vu un article sur ça qui expliquait que au moment où Netflix arrive, il y a Netflix, Amazon Prime, en gros, qui se mettent en place, le duo. La plupart des gens ont les deux plateformes. Ça reste à des prix relativement accessibles. Et il y a eu un moment où il y a eu une vraie baisse du streaming illégal et c'était très compliqué de trouver des films, même si c'était pas impossible, des films sur des sites de streaming illégal. Au fur et à mesure du temps, il y a une offre qui s'est étendue avec Apple qui a fait son truc, Disney qui a fait son truc, plein de films qui sont sortis du coup des catalogues parce que Disney a voulu récupérer tout le catalogue Marvel, patati et patata, puis le catalogue Star Wars. Et du coup, pour tout voir et tout, si tu dois être abonné à tout, en fait, ça coûte beaucoup trop cher. Donc, il y a forcément un moment où, ouais, t'es pas fan de Disney et tout, mais t'as envie de voir la série Andor. Alors, tu te dis, est-ce que je vais prendre un abonnement à Disney pour ça? C'est super cher. J'ai déjà Netflix, j'ai déjà Prime, j'ai déjà Apple, j'ai déjà je sais pas quoi.
Ben non, donc tu retournes rechercher sur ton petit site à la con. Et en fait, à partir du moment où c'est redevenu trop cher ou trop difficile d'accès, on a vu que c'est redéveloppé en parallèle la masse de petits sites illégaux. On peut pas faire comme s'il n'y avait pas des vases communicants, quoi. Il y a des vases communicants explicites entre l'existence d'une offre mainstream facilement accessible et en parallèle le développement d'un système pirate qui va être consommé ou pas, quoi. La réalité, si vous voulez, c'est que sur Internet, tu peux jamais totalement verrouiller quelque chose. Un exemple édifiant, justement, c'est celui du streaming illégal de films. Il y a des lois qui sont passées dessus, il y a eu des polémiques nationales, il y a eu une médiatisation très forte pour lutter contre, et il y a eu, à la fin, des condamnations judiciaires extrêmement lourdes envers les propriétaires de ces sites. Et ben, malgré tout ça, le streaming illégal de films a jamais disparu. Pourtant, je rappelle, juste en 2018, par exemple, que le tribunal de Nanterre avait condamné l'administrateur d'un site de streaming illégal qui s'appelait Streamiz à 2 ans de prison ferme et a versé plus de 83 millions d'euros de dommages et intérêts aux parties civiles. C'est une condamnation hyper lourde pour la France. Alors le gars, je précise pour l'histoire, la petite histoire, le gars n'a jamais rien payé puisqu'il s'est barré avant d'être emprisonné et on l'a jamais revu. Donc à mon avis, il est riche quelque part et il vit peinard. Mais c'est quand même pas rien en termes de symbole. Aux US, on a eu des affaires spectaculaires, notamment Kim.com, le fondateur de Mega Upload. Pour les plus vieux d'entre vous, vous en rappelez, Mega Upload, c'était le gros site de streaming illégal à un moment donné. Non, Kim.com, le fondateur de Mega Upload, qui est embourbé dans une procédure judiciaire infernale depuis 12 ans. Une autre affaire, c'est l'affaire Christopher Dallman, le fondateur de Jetflix, un site de streaming illégal, et qui a été reconnu coupable de conspiration en vue de commettre une infraction au droit d'auteur, et qui risque aujourd'hui jusqu'à 48 ans de prison. C'est des condamnations ultra lourdes, il y a des peines de prison ultra violentes, etc., etc. Est-ce que ces affaires ont fait disparaître le streaming illégal d'Internet ? Pas du tout. La seule chose qui a failli faire disparaître le streaming illégal à un moment donné, ça a été une offre regroupée, accessible et pas trop chère, ce que proposaient les deux grosses plateformes de streaming au début, Netflix, Amazon Prime. Et à partir du moment où ça a plus été viable parce que l'offre, elle s'est multipliée, que les prix ont monté de tous les côtés, en fait, il y a juste eu à nouveau un retour de ces sites et ça ne s'est jamais arrêté. En gros, ce qui ressort, c'est que voilà, est-ce qu'on risque pas d'avoir une galaxie de petits sites porno géré d'on ne sait où, fait par n'importe qui, sur lequel seront balancées des vidéos ultra problématiques, qui seront majoritairement regardées par des mineurs qui ne pourront pas accéder aux gros sites mainstream. C'est possible. C'est possible. Et donc, est-ce qu'on est en train de vraiment résoudre le problème ? Ça pose question. Parce que, est-ce que, en fait, on n'est pas en train de juste déplacer le problème ? À ça s'ajoute un autre truc évident auquel tout le monde a pensé, c'est aussi la question des VPN. On sait que c'est très facile de mettre un VPN sur son téléphone ou sur son ordi. Donc, c'est une petite appli qui permet de contourner des restrictions géographiques sur Internet en déplaçant, par exemple, l'adresse IP dans un autre pays. Au final, il suffira juste d'activer son VPN et de se situer dans un pays sans restriction pour que ça fonctionne sans entrer la moindre information. Donc, dans ce cadre, tout ce qu'on vient de dire, ça pourrait devenir tout simplement inefficace très facilement. Et les seuls qui vont s'enrichir, ce sera les entreprises de VPN. J'ai fait ma petite enquête vite fait. Là, ces derniers jours, j'ai posé la question à plusieurs collègues qui font de la pub, donc des personnes qui sont des youtubeurs ou qui sont sur Insta et tout, qui font de la publicité et des partenariats. Et ils m'ont toutes et tous dit la même chose. Ça fait plusieurs jours que les boîtes de VPN sont sur le coup de ouf parce qu'elles sentent le filon, qu'elles proposent des partenariats à tout le monde et qu'elles essayent d'envahir Internet de publicité parce qu'elles savent que là, avec la peur de la disparition du porno, machin et tout, elles vont vendre, quoi. Hein. Mais ce que ça nous montre tout ça, c'est qu'on part d'un problème qui est un vrai problème. On part de bonnes questions, quoi, et qui font sens. Mais la manière dont on y répond, elle est, je trouve, souvent inadéquate. Si je devais conclure, je dirais que c'est un peu comme les restrictions sur TikTok, etc., dont on a parlé la dernière fois dans la vidéo sur Adé Laurent. Même si on part d'un problème légitime, je pense qu'il faut quand même rester très vigilant à la manière dont c'est géré politiquement. On voit bien, en fait, que il n'y a pas de solution magique et simple qui permettrait de tout résoudre comme ça d'un claquement de doigts. Et comme toujours, quand on parle de sécurité, je pense qu'on doit faire très attention à ce qu'un prétexte de sécurité publique, ça ne serve pas, in fine, à mettre en place des processus de surveillance qui s'étendraient aussi dans d'autres domaines et qui pourraient impacter peut-être lourdement nos libertés. Oui, il y a un problème net, démontré par l'Arcom, je suis tout à fait d'accord, mais la manière dont on y répond, c'est des enjeux qui dépassent largement la pornographie et la communication qui a été faite par le gouvernement autour de cette question, comme si c'était juste un bras de fer
entre le gouvernement et des industries pornographiques immorales, bah en fait, je trouve que c'est un peu malhonnête. Parce que derrière, il y a bien plus que ça. Je suis d'accord, en fait, pour qu'on ne laisse pas des entreprises privées faire nimp, ça c'est tout à fait normal. Mais pour moi, il y a aussi des questions sociétales qui se posent là-dedans, et je suis pas toujours sûr qu'on y réponde de la bonne manière. Et dans les réponses qui ont été données, en tout cas dans la proposition de loi telle qu'elle a été faite, moi je vois beaucoup de failles où je me dis que ça pourrait conduire à des dérives qui pourraient être dangereuses quand même pour d'autres morceaux de la population, d'autres personnes, etc., etc. J'ai pas la réponse magique de qu'est-ce qu'il faudrait faire ou comment, je laisse ça à des décideurs politiques, mais la sensation, en tout cas, lorsqu'on examine l'ensemble un petit peu du dossier porno aujourd'hui en France, c'est que certes, le problème est légitime, cela dit, la réponse des différents acteurs, qui sont toutes et tous un peu en train de défendre leurs intérêts chacun de leur côté, en oubliant le plus important, bah, c'est les gens, à la fin, ça finit par ressembler un peu à rien. Je suis pas certain que cette loi elle ait des retombées sur le long terme qui soient extrêmement positives, sans dire pour autant que il fallait pas faire quelque chose. Je suis pas sûr qu'il fallait le faire de cette manière. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo sur YouTube. Merci pour la force que vous envoyez. Je rappelle que je suis indépendant, que je fais pas de publicité, que je vis entièrement du soutien que vous m'envoyez sur les réseaux. Il y a le lien du Tipeee juste sous la vidéo. N'hésitez pas aussi à lâcher un petit pouce en l'air, un petit commentaire, ça m'aide énormément. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!